Il semble y avoir une erreur, monsieur. Nous avons besoin que vous vous déplaciez pour accueillir notre passagère VIP, Jessica, a dit l'hôtesse de l'air, sur un ton condescendant, malgré ses mots polis. Ce siège est réservé uniquement à nos membres Platinum. Vous n'appartenez pas à cette catégorie et ne pouvez pas vous y asseoir. Derrière elle se tenait Karen Wickfield, une femme élégamment vêtue, tapotant sa montre de créateur avec impatience. Ses yeux se sont posés sur Marcus, l'homme noir dans le siège 2A qu'elle considérait clairement comme sa place légitime. Je m'assois toujours là, c'est pratiquement mon siège, marmonna-t-elle, juste assez fort pour que les passagers à proximité l'entendent. Marcus leva les yeux, l'expression confuse. Il avait tout fait correctement, réservé tôt, payé en totalité, arrivé à l'heure. Il était un membre Platinum, mais d'une manière ou d'une autre, sa présence dans ce siège semblait poser un problème qui devait être résolu. Marcus prit calmement son portefeuille et sortit sa carte de membre Platinum. « Je suis un membre Platinum », répondit-il d'un ton égal, « et c'est mon siège assigné. » Le sourire de l'hôtesse de l'air se resserra. Une lueur de surprise traversa son visage, rapidement remplacée par la détermination. « Je comprends, monsieur, mais ce siège particulier est généralement réservé à un meilleur client, dit-elle, en pointant du doigt Karen Wickfield, notre membre Platinum régulier qui vole fréquemment avec nous. » L'implication était claire, quel que soit son statut, Marcus n'avait pas sa place dans ce siège. Les passagers commencèrent à remarquer la scène, et des téléphones émergèrent lentement. Les murmures commencèrent. Ce que l'équipage ne savait pas, c'est que cet acte de discrimination allait tout changer dans les prochaines heures, pas seulement pour eux, mais pour toute la compagnie aérienne. Parce que la personne qu'ils sous-estimaient détenait leur destin entre ses mains. Cette histoire est le meilleur exemple de la façon dont le karma arrive avec son propre billet de première classe. Avez-vous déjà été traité injustement simplement à cause de votre apparence ? Déposez vos expériences dans les commentaires ci-dessous et si vous vous opposez aux préjugés et à l'injustice, abonnez-vous dès maintenant et tapez « Justice » dans la section des commentaires. Marcus n'était pas n'importe quel passager. À 42 ans, il était le fondateur et PDG de RightTech Solutions, une société d'IA de 2,8 milliards de dollars spécialisée dans la technologie du service client. Son logiciel a aidé les entreprises à identifier et à éliminer les préjugés dans leurs interactions avec les clients, ce qui est ironique compte tenu de ce qui allait se dérouler. Mais l'histoire de Marcus a commencé bien avant son succès. En grandissant dans le sud de Chicago, il a appris à coder à seulement 11 ans sur un ordinateur d'occasion. Tandis que d'autres enfants jouaient à des jeux vidéo, Marcus les construisait en créant des programmes simples qui ont finalement évolué en algorithmes complexes. Son chemin n'a pas été facile. À 16 ans, son père a été tué dans une attaque qui a secoué sa communauté. Debout sur la tombe de son père, le jeune Marcus a fait une promesse qui définirait sa vie et permettrait aux gens de se voir avant tout comme des êtres humains. Cette promesse a alimenté 2 décennies de travail acharné. Il a créé son entreprise dans un minuscule appartement. Marcus codait 18 heures par jour tout en travaillant à des petits boulots pour payer son loyer. Plus tôt dans la journée, à l'aéroport, des caméras de sécurité ont filmé Marcus en train d'aider une femme âgée qui se débattait avec ses bagages, l'aidant patiemment à trouver sa porte d'embarquement. Il tenait les portes ouvertes pour les étrangers, remerciait chaque employé de service par son nom et donnait de généreux pourboires au café de l'aéroport, non pas parce qu'il était surveillé, mais parce que c'était ce que Marcus Richardson était, humble malgré son succès, gentil malgré son pouvoir. Maintenant, il voyageait pour prononcer le discours d'ouverture de la conférence mondiale sur l'éthique et la technologie. Marcus s'est installé dans son siège en première classe, un siège qu'il avait spécialement choisi pour son espace pour les jambes afin de pouvoir travailler pendant le vol. Il avait choisi de voler avec Skylux Airlines, car c'était la quintessence du voyage aérien de luxe, où les billets en première classe coûtaient plus cher que le loyer mensuel de certaines personnes. Leur programme Platinum offrait des serviettes chauffantes, un service de champagne et des sièges inclinables en lit complet. Mais derrière cet extérieur soigné, Skylux essayait désespérément de moderniser ses systèmes de réservation qui étaient obsolètes. Leur classement en matière de service client avait chuté, et ils recherchaient avec enthousiasme un partenariat avec une grande entreprise de technologie pour révolutionner leurs opérations. Ils avaient désespérément besoin de cet accord.
Ce que l'équipage de Skylux n'avait pas réalisé, c'est qu'assis au siège 2A se trouvait le PDG de la société même qu'ils espéraient sauver. $200, le prix qu'ils avaient accepté pour humilier un homme dont le seul délit était d'occuper un siège qu'il avait légitimement acheté. Il avait gagné un joli bonus aujourd'hui. Trevor murmura en rangeant l'argent dans son portefeuille. Certains passagers savent montrer leur appréciation. Aucun d'eux ne réalisa que ce bonus leur coûterait bientôt bien plus que ce qu'ils pouvaient imaginer. Soudain, un appel fut passé à l'équipage pour une réunion d'urgence. L'appel provenait d'un des administrateurs de la compagnie aérienne, qui les informa qu'ils venaient de commettre une grave erreur qui pourrait leur coûter leur emploi. Tous les trois étaient effrayés en se regardant, essayant de comprendre ce qui se passait. L'atmosphère avait changé et il était clair qu'ils n'avaient plus le contrôle. Qui exactement ? C'était l'homme qu'ils avaient fait descendre du siège VIP et expulsé de l'avion au dernier étage du siège social élégant aux parois de verre de Skylux Airlines. Le PDG de Skylux, Richard Williams, examinait les projections trimestrielles lorsque son téléphone sonna avec un appel interne du service des relations publiques. « Monsieur, nous pourrions avoir une situation grave. » La voix du directeur des relations publiques portait une pointe de panique indéniable. Une vidéo est devenue virale montrant l'un de nos passagers se faire expulser d'un vol ce matin. Du côté de Williams, initialement dédaigneux, des passagers sont expulsés pour comportement perturbateur tous les jours. Janet gère cela avec la déclaration habituelle. « Monsieur, c'est différent. » Le directeur des relations publiques insista sur le fait que le passager n'était pas perturbateur. C'était un homme noir en première classe qui a refusé de céder son siège attribué à une femme blanche. La vidéo montre notre personnel accepter de l'argent de la femme avant et après son expulsion. Le sang se vida du visage de Williams alors qu'il comprenait les implications. « Envoyez-moi la vidéo maintenant. » Alors que Williams regardait les images sur son écran, son expression passa de l'inquiétude à l'horreur. La discrimination évidente. L'argent qui change de main. Le calme digne de l'homme expulsé. C'était une catastrophe de relations publiques qui se déroulait en temps réel. « Qui est-il » demanda Williams. « Nous avons identifié le passager » répondit le directeur des relations publiques après une hésitation. « Oui, monsieur, selon le manifeste, son nom est Marcus Richardson. » Le silence qui suivit fut assourdissant. « Vous avez dit Marcus Richardson » Williams demanda, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. « Oui, monsieur. » Ce nom vous dit-il quelque chose ? Williams s'effondra sur sa chaise en regardant le plafond d'un air absent. Marcus Richardson est le fondateur et PDG de RigTech Solutions, la même entreprise que nous courtisons pour un partenariat de 50 millions de dollars. La même entreprise qui achète discrètement nos actions depuis 2 ans. À des kilomètres de là, dans un salon d'aéroport privé, Marcus était assis au centre d'une équipe qui se rassemblait rapidement. Sa directrice des opérations, Elise Thompson, était arrivée dans les 20 minutes suivant son message, amenant avec elle leur conseiller juridique en chef et leur responsable des communications d'entreprise. Les ordinateurs portables étaient ouverts, les téléphones bourdonnaient, et l'atmosphère crépitait d'une énergie concentrée. La vidéo avait déjà atteint 2 millions de vues, et la directrice des communications rapporta avoir tourné son écran pour montrer les chiffres en rapide augmentation. Les principaux médias la reprennent maintenant. Elise et Marcus échangèrent un regard significatif, un regard qui parlait d'années d'expérience partagée et de compréhension mutuelle. Ils ne savent pas que nous étions déjà en train d'évaluer leur culture d'entreprise pour le partenariat, dit Elise, son ton reflétant l'ironie amère de la situation. Je suppose qu'ils nous ont juste donné leur vrai visage sans se rendre compte qui regardaient. Au siège de Skylux, l'équipe des médias sociaux était en mode crise complet. Les écrans affichaient la situation en spirale rapide. La discrimination de Skylux était devenue une tendance nationale. Le nombre de vues de la vidéo avait dépassé les 5 millions, et les célébrités commençaient à amplifier l'histoire à leurs millions d'abonnés. Williams était maintenant entouré de son équipe de direction. Leur visage était sombre alors qu'ils évaluaient les dégâts. « Monsieur », son assistant interrompit, téléphone en main. « Je vais appeler le bureau de Marcus Richardson pour que vous puissiez lui parler directement. » La salle devint silencieuse. Williams prit une grande inspiration avant d'accepter l'appel sur haut-parleur. «
Monsieur Richardson, commença-t-il, sa voix tendue avec une cordialité forcée. Je tiens à vous présenter nos plus sincères excuses pour l'incident inexcusable qui s'est produit ce matin. Attendez, interrompit le directeur financier, qui cherchait frénétiquement dans les fichiers. Marcus Richardson, le PDG de RigTech ? Williams hocha la tête d'un air sombre. Oui, répondit le directeur financier. Vous savez ce que cela signifie ? La voix de Marcus résonna dans le haut-parleur, calme et mesurée. Elle a été laissée pour morte, en fauteuil roulant, au milieu de la savane africaine, avec un nouveau-né dans les bras et aucun signe de secours. Son mari s'est enfui. Le soleil brûlait, son corps saignait, et la mort se profilait partout. Mais au moment le plus sombre, quelque chose d'incroyable s'est produit, une bête sauvage a croisé son chemin, et au lieu de la dévorer, elle est restée. C'est une histoire d'abandon, de survie et d'un amour si fort qu'il fait reculer même la nature. Regardez-la jusqu'au bout. Cette histoire ne vous quittera pas de sitôt. Le soleil brûle le sol craquelé de la savane africaine. La chaleur montait en vagues depuis le sol, déformant l'horizon comme si la réalité elle-même était sur le point de se briser. Le ciel était clair, sans nuages, trop bleu pour un endroit aussi cruel. Le vent était sec, il coupait la peau et soulevait de petits nuages de poussière rougeâtre qui dansaient sans but. Au milieu de cette immensité brutale, une Jeep roule lentement sur un étroit chemin de terre. Les pneus laissent des traces profondes dans la poussière chaude tandis que le moteur gronde sourdement. Au volant, Davy garde les yeux fixés devant lui, les mains crispées sur le volant, la mâchoire serrée. Il ne dit pas un mot. Il n'a même pas détourné le regard. Sur le siège passager, Elena, sa femme, tenait leur nouveau-né dans ses bras. Le petit dormait, enveloppé dans un linge fin, le visage rouge et moite. Elle lui frotte soigneusement le front, essayant de le protéger de la température étouffante. Elena est différente. Son visage est fatigué, sa peau marquée, ses yeux ternes. Depuis son accouchement, Elena n'était plus la même. Son corps non plus. Ses jambes sont immobiles. Une blessure au nerf sciatique lors de l'accouchement de Noah lui avait ôté le peu de liberté qui lui restait. Le médecin avait dit qu'il pouvait revenir ou pas, mais personne ne lui avait expliqué ce qu'impliquait une vie paralysée. Du jour au lendemain, le voyage ressemblait à une évasion. Sortons un peu, respirons de l'air frais, tu en as besoin, lui avait-il dit. Mais maintenant, au fond d'elle-même, elle savait, il ne s'agissait pas d'elle, cela n'avait jamais été le cas. Davy arrête la Jeep au milieu de nulle part. Il n'y a rien autour, pas de maison, pas de véritable route, juste des buissons secs, des arbres tordus et la savane sans fin. Qu'est-ce que c'est ? Demanda Elena, confuse. Il coupa le moteur et sortit de la voiture. Il se dirigea vers le coffre et en sortit quelque chose, un vieux chiffon, une bouteille d'eau à moitié utilisée et une fine couverture. Donne-moi ça, quoi ? Donne-moi le bébé, lui ordonna-t-il. Elle hésita, mais lui tendit l'objet. Davy tint Noah dans ses bras pendant quelques secondes. Il regarda le visage de son fils, ne dit rien, ne sourit même pas. Puis, il le remit sur ses genoux. Reste ici. Je vais chercher un signe, appeler de l'aide. Je reviendrai bientôt. Elena essaya de sourire. Elle était faible, n'avait pas la force de se méfier. D'accord. Un instant. Il démarra la voiture et partit, sans se retourner, sans hésiter, sans réfléchir. La Jeep disparut entre la poussière et la piste sèche, comme si elle n'avait jamais existé. Elena resta seule, assise dans un fauteuil roulant improvisé, son bébé dans les bras, sous un soleil qui semblait vouloir la tuer. Elle fixa pendant de longues minutes la trace laissée par la voiture. Son esprit cherchait encore à comprendre, attendant toujours qu'il revienne. Davy. Mais le silence répondait, et le bébé pleura. Elena sentit le sol tourner. La chaleur frappait son visage comme un feu ouvert. Son corps palpitait de douleur, la sueur dégoulinait sur ses tempes, et elle savait, là, dans cette étendue vide, qu'il ne reviendrait pas. Personne ne reviendrait. Pas pour elle, pas pour Noah. Et à cet instant, pour la première fois, Elena goûta à la mort, pas comme une peur, mais comme quelque chose de réel, quelque chose de proche. Puis, elle regarda le bébé fragile, petit, transpirant,
pleurant, et là, dans la chaleur insupportable de la savane, elle comprit, si elle devait mourir, que ce soit après avoir tout fait pour le sauver. Tout. Avec ou sans ses jambes, avec ou sans espoir. Le soleil monte, implacable. Le sol est en ébullition et l'air ressemble à du sable. Le corps d'Elena commence déjà à céder. La sueur trempe ses simples vêtements, et le tissu qui recouvrait Noah est maintenant humide, lourd, et exhale une odeur douce amère de lait séché, de salive et de désespoir. Elle respire difficilement. La douleur dans son dos augmente et la pression dans son estomac indique que quelque chose ne va pas à l'intérieur. Mais ce n'est pas le moment d'y penser. Elle ne pouvait se concentrer que sur une seule chose, continuer à pousser la chaise. C'était une structure improvisée, 2 fines roues, un dossier en bois doublé d'un vieux tissu. Rien de prévu pour affronter la terre meuble, les rochers et les bâtons pointus. Les roues se bloquent tous les 2 mètres, et à chaque freinage, Elena devait forcer son corps vers l'avant, utiliser ses bras comme des jambes et pousser avec le poids de sa propre souffrance. Elle s'arrête quelques secondes. Le bébé est trop silencieux. Noah, murmure-t-elle, en appuyant son front contre le sien. Il respire lentement, mais il respire. Elle retire le tissu de sa poitrine et essaie de le nourrir. Noah cherche le sein, mais ne trouve rien. Le lait s'est tari. Elena serre les mains, rien, pas une goutte. Pardonne-moi, chuchote-t-elle, les larmes se mêlant à la sueur. Ses lèvres craquent. Sa bouche est sèche. Autour d'elle, le silence de la savane. Un silence qui semblait se moquer d'elle. Un silence lourd, chaud, sans bruit, mais qui criait plus fort que tout. Des mouches sont apparues, petites et insistantes. Elles se collent au visage de Noah. Elena les écarte du revers de la main, avec son menton, avec son regard. Le désespoir lui donne de la force. Elle regarde autour d'elle, rien. Pas de bruit de moteur, pas d'empreintes humaines, pas d'arbre avec une ombre descendante. Juste l'horizon et rien. Monsieur Williams, j'apprécie votre volonté de me parler directement. Mais vous savez peut-être que ma société détient environ 25% des actions de Skylux Airlines, une participation majoritaire lorsqu'elle est combinée avec nos partenaires stratégiques. Les dirigeants échangèrent des regards paniqués, prenant enfin conscience de toute l'ampleur de la situation. Ils se rendirent compte qu'ils ne pouvaient pas simplement passer cette situation sous silence. Je veux convoquer une assemblée générale d'urgence immédiatement, continua Marcus, son ton ne laissant aucune place à la négociation. Les événements d'aujourd'hui ont soulevé de sérieuses inquiétudes concernant la culture d'entreprise de Skylux et son engagement envers le traitement éthique de tous les passagers. Une réunion d'urgence du conseil d'administration avait été convoquée, avec une urgence sans précédent. Les membres du conseil avaient tout laissé tomber pour y assister. Certains étaient encore en tenue de golf, d'autres s'étaient précipités pour quitter des événements familiaux. La tension dans la salle était suffocante alors qu'ils attendaient l'arrivée de l'homme qui tenait désormais leur destin entre ses mains. Lorsque Marcus Richardson entra, l'effet fut immédiat et les conversations électriques cessèrent au milieu d'une phrase. Toutes les têtes se tournèrent vers lui. Malgré tout ce qu'il avait vécu ce jour-là, Marcus se tenait avec la confiance tranquille d'un homme qui savait exactement qui il était et ce qu'il valait. Il portait le même costume qu'il avait lorsqu'il était descendu de l'avion, un rappel subtil mais puissant des événements de la journée derrière lui. Son équipe de direction marchait avec lui, Elise Thompson, leur conseillère juridique et 2 autres personnes dont la présence serait cruciale pour la transformation qui était sur le point de commencer. Lorsque Marcus prit place, Williams utilisa une télécommande pour tamiser les lumières et activer l'écran géant à l'avant de la salle. La vidéo commença à jouer, limpide et dévastatrice dans ses implications. Chaque instant était capturé. La confrontation initiale. La condescendance de Trevor. Les faibles justifications du capitaine et, plus accablant encore, l'argent qui changeait de main avant et après le renvoi de Marcus. Lorsque la vidéo se termina, la salle resta silencieuse pendant 30 secondes. Plusieurs membres du conseil d'administration ne purent maintenir un contact visuel avec Marcus. Williams se racla la gorge, son visage cendré, puis se tourna vers Marcus pour lui parler directement. « Monsieur Richardson, nous tenons à vous présenter nos plus sincères excuses pour le traitement inexcusable que vous avez subi aujourd'hui.
ce comportement ne reflète pas les valeurs de Skylux Airlines. Je ne suis pas intéressé par des excuses, interrompit Marcus, sa voix calme mais résolue. La franchise de sa réponse envoya une onde de choc à travers la salle. Les membres du conseil se déplacèrent inconfortablement dans leurs fauteuils en cuir, soudainement conscients que le contrôle des dégâts standards de l'entreprise ne suffirait plus. En tant que votre plus grand actionnaire individuel, continua Marcus, j'ai une demande et une décision. Premièrement, chaque membre du personnel impliqué est licencié immédiatement. Deuxièmement, j'annule le contrat proposé entre mon entreprise de technologie et cette compagnie aérienne. Williams jeta un coup d'œil nerveux aux membres du conseil avant de répondre. Monsieur Richardson, bien que nous comprenions votre frustration, nous pourrions peut-être envisager des suspensions à la place. Certains de ces employés travaillent pour l'entreprise depuis de nombreuses années et nos accords syndicaux ne sont pas négociables. Marcus posa ses mains à plat sur la table. C'est une question de responsabilité. Ou je retire mon investissement et le contrat de 50 millions que nous envisagions. Les implications pesaient lourdement. 2,5% de leurs actions soudainement déversées sur le marché serait catastrophique. La perte du contrat de modernisation de 50 millions de dollars les laisserait des années derrière leurs concurrents. À ce moment-là, les portes de la salle de réunion s'ouvrirent en trombe. Un jeune analyste financier se précipita à l'intérieur, clairement en urgence. Il lança une tablette vers Williams, oubliant tous les protocoles d'étiquette de la salle de réunion. Monsieur, la nouvelle de l'incident affecte déjà le cours de nos actions, annonça-t-il, essoufflé. Nous sommes en baisse de 12% et en chute libre. Les analystes du marché prédisent une baisse de 30% d'ici la clôture si nous ne prenons pas des mesures décisives. Williams regarda la tablette, puis Marcus, et vice-versa. La réalité de sa situation devenait douloureusement claire. Il ne s'agissait plus seulement d'un incident. Il s'agissait de la survie même de la compagnie aérienne. Salle silencieuse. Cet échec n'était pas un incident isolé, c'était le symptôme de problèmes systémiques que nous devons résoudre immédiatement et de manière exhaustive. Il a fait signe à Marcus, qui s'est avancé pour expliquer la voie à suivre. Chaque employé de Skylux Airlines suivra une formation complète sur les préjugés avant de reprendre du service. Williams a poursuivi. Ce programme de formation, développé par WR Tech Solutions, deviendra un élément permanent de notre intégration et de notre formation continue. Des murmures se sont répandus dans la foule alors que les employés prenaient conscience de l'ampleur de ce qui était annoncé. Un programme de formation à l'échelle de l'entreprise coûterait des millions et perturberait considérablement les opérations. eFly. Marcus s'est adressé directement aux employés rassemblés. Sa voix portait le poids de son expérience personnelle et de son autorité professionnelle. Il ne s'agit pas seulement de punir les personnes impliquées. Il a expliqué qu'il s'agissait de transformer toute votre culture. Ce qui s'est passé aujourd'hui n'était pas seulement mal parce que j'étais actionnaire. Cela aurait été tout aussi mal si j'avais été enseignant, médecin ou étudiant. Rentrant chez lui. L'employé a écouté en silence. Beaucoup ont hoché la tête en signe d'accord. D'autres ont baissé les yeux, avec un embarras partagé, face à ce qui avait été fait au nom de leur entreprise. À partir de demain, le PDG a annoncé dans le moment fort final de la réunion, SKY Airlines va mettre en œuvre une interdiction de vol à l'échelle de l'entreprise pour une formation obligatoire. Chaque vol, chaque itinéraire, chaque service sera suspendu pendant 48 heures, pendant que tout notre personnel participe à la première phase de ce programme. Les halètements étaient audibles dans tout l'auditorium. Dans une industrie où les minutes de retard coûtent des milliers de dollars, une fermeture complète de 48 heures était sans précédent. Cela coûterait des millions à la compagnie aérienne. Mais le message qu'il a envoyé sur leur engagement au changement était inestimable. Alors que Marcus regardait depuis la scène, il a vu les visages des employés traiter cette nouvelle. Certains ont montré de la résistance. D'autres, du soulagement. Mais la plupart ont affiché une reconnaissance croissante que ce moment marquait un changement fondamental dans l'identité de leur entreprise. Dans les semaines qui ont suivi l'incident, Skylux Airlines a subi la transformation la plus complète de ses 30 ans d'histoire. Les salles de conférence à travers le pays ont été converties en centres de formation.
Les horaires de vol des centres de formation ont été modifiés pour garantir que chaque employé, des manutentionnaires de bagages au PDG lui-même, participe au programme obligatoire. La formation n'était pas l'exercice standard de cases à cocher d'entreprise que les employés avaient l'habitude d'ignorer. Elle était immersive, difficile et parfois inconfortable. Les employés ont été confrontés à leurs propres préjugés grâce à des exercices de simulation sophistiqués développés par l'équipe de psychologues comportementaux et de spécialistes en IA de WRTX. Marcus a tenu à s'adresser personnellement à bon nombre de ces sessions devant des salles remplies d'employés sceptiques et parfois sur la défensive. C'est votre chance de faire partie de la solution, leur a-t-il dit, sa voix portant le poids de l'expérience personnelle. Ce qui m'est arrivé arrive aux gens sans mes ressources ou ma plateforme, tous les jours. Aujourd'hui, nous commençons à changer cela pour certains. Sa présence était transformatrice, donnant un visage humain à ce que la direction aurait pu autrement rejeter comme une crise de relations publiques pour d'autres. Sa volonté de s'engager malgré son traitement a démontré un engagement en faveur d'un véritable changement plutôt que de représailles. En dehors de la bulle d'entreprise de Sky, les conséquences ont continué à se dérouler. Chef Jessica et le capitaine Reynolds ont découvert qu'à l'ère numérique, la responsabilité vous suit partout. Leur nom et leur visage étaient devenus synonymes de discrimination dans un secteur où la réputation est une monnaie d'échange. Trevor était assis dans son appartement, entouré de mets de refus d'autres compagnies aériennes, avec mention des « expériences antérieures notées », mais « nous avons décidé de poursuivre d'autres candidats à ce stade ». Le langage poli de l'entreprise ne pouvait masquer la réalité. Personne ne voulait embaucher l'homme de cette vidéo virale. Jessica a fait face à des refus similaires, chacun approfondissant sa compréhension de la façon dont une seule décision pouvait modifier la trajectoire d'une carrière construite sur 8 ans. Lors d'un entretien qui semblait initialement prometteur, l'expression du responsable du recrutement a changé au moment où la reconnaissance s'est faite. Vous êtes l'hôtesse de l'air de cet incident de discrimination, n'est-ce pas? L'entretien s'est terminé peu de temps après. Le capitaine Reynolds, avec 30 ans d'expérience de vol, s'est retrouvé incapable d'obtenir même des postes de débutant dans l'industrie. Sa brillante carrière s'était réduite à ces quelques minutes de mauvais jugement de sa part, lorsqu'il n'avait pas défendu ce qui était juste. Karen Whitfield n'a pas été épargnée non plus. Skylux avait mis en place une interdiction à vie, mais les conséquences s'étendaient bien au-delà de sa compagnie aérienne préférée. Elle était assise dans son salon à regarder la couverture médiatique de l'incident. Son nom et ses actions ont été discutés par des commentateurs nationaux. Son entreprise l'avait placé en congé administratif dans l'attente d'une enquête sur sa conduite, car ses amis avaient pris leur distance, refusant d'être associés à la femme désormais qualifiée de « Karen ». La compagnie aérienne. Karen a parcouru les réseaux sociaux pour la première fois, peut-être, elle a été forcée de faire face à l'impact réel de ses actions. Pendant ce temps, Skylux mettait en œuvre des changements de politique radicaux. De nouvelles directives ont établi une tolérance zéro pour la discrimination. Des protocoles améliorés pour la gestion des conflits et la protection des employés qui signalaient une mauvaise conduite. Le manuel de l'employé a été réécrit pour indiquer explicitement qu'accepter des cadeaux ou des paiements de la part des passagers en échange d'un traitement préférentiel était un motif de licenciement immédiat. Les passagers ont commencé à remarquer des différences presque immédiatement. De brefs entretiens capturés aux portes d'embarquement et dans les zones de récupération des bagages ont révélé un changement de perception. L'hôtesse de l'air semblait plus attentive à tout le monde. Auparavant, un voyageur fréquent avait toujours l'impression qu'il y avait une hiérarchie invisible basée sur l'apparence ou les vêtements. J'ai eu un problème avec l'attribution de mon siège, j'ai partagé un autre passager, mais la façon dont ils ont géré la situation était totalement professionnelle. Ils ont trouvé une solution qui convenait à tout le monde sans que personne ne se sente moins valorisé, comme promis. Marcus a progressivement rétabli son investissement à mesure que des changements mesurables étaient mis en œuvre et vérifiés par des auditeurs indépendants. Les actions de Sky ont commencé à se redresser, même si le chemin du retour serait long. Les pratiques d'embauche de l'entreprise ont subi une refonte complète avec des initiatives de diversité qui allaient au-delà du superficiel. Des indicateurs ont été mis en place pour répondre aux questions fondamentales d'inclusion et de représentation. La transformation n'était ni parfaite ni immédiate. Un véritable changement ne l'est jamais.
Mais chaque semaine qui passait, Skew devenait l'entreprise qu'elle avait toujours prétendu être dans ses publicités, une entreprise où chacun était vraiment traité comme un roi. 6 mois après l'incident qui a failli détruire Skew Airlines, l'entreprise ne survivait pas seulement, elle prospérait. Le nombre de passagers s'était non seulement rétabli, mais avait augmenté de 12%. Les scores de satisfaction des employés étaient à un niveau record. La culture toxique qui couvait sous la surface depuis des années avait été exposée à la lumière et était enfin en train de guérir. Le développement le plus surprenant est survenu un mardi matin pluvieux, lorsque Marcus Richardson a annoncé une nouvelle initiative par l'intermédiaire de sa fondation, le programme de la seconde chance, conçu spécifiquement pour les personnes ayant perdu leur emploi en raison d'incidents de partialité. Le programme offrait une formation de réadaptation complète et un chemin de retour à l'emploi. La responsabilité ne signifie pas une punition permanente, Marcus a expliqué lors de la conférence de presse de lancement du programme. Cela signifie gagner son chemin. Nous ne pouvons pas construire une société plus juste si nous ne créons pas de voie pour ceux qui ont reconnu leurs erreurs et ont fait le travail pour changer. Parmi les premiers participants au programme se trouvaient Trevor, Jessica et le capitaine Reynolds. Le parcours n'a été facile pour aucun d'entre eux. Le programme les a obligés à affronter des vérités inconfortables sur eux-mêmes pour comprendre l'impact de leurs actions, non seulement sur Marcus, mais sur d'innombrables autres qui ont subi un traitement similaire sans avoir le pouvoir de riposter. Trevor, qui avait initialement été le plus résistant, a subi la transformation la plus profonde lors des séances de groupe. Il a parlé de son enfance dans un foyer où le racisme ordinaire était la norme. Il a parlé de ne jamais remettre en question les préjugés dont il avait hérité jusqu'à ce qu'il lui coûte tout. Je ne me suis jamais considéré comme préjugé, a-t-il admis lors d'une séance particulièrement puissante. Je pensais que parce que je n'utilisais pas d'insultes ni ne détestais explicitement personne, j'étais l'un des bons. Cette expérience m'a montré comment les préjugés fonctionnent même lorsque nous ne les reconnaissons pas en nous-mêmes. Le parcours de Jessica s'est concentré sur le courage moral, la volonté de s'exprimer même lorsque cela pourrait vous coûter cher. Je savais que ce qui se passait était mal, a-t-elle partagé, mais j'avais peur de perdre mon emploi si je contestais Trevor ou le capitaine. Maintenant, je comprends que mon silence m'a rendu complice. Le capitaine Reynolds, le plus âgé des trois, a peut-être eu le chemin le plus difficile. Des décennies à croire qu'il avait traité tout le monde équitablement ont été remises en question par ses actions. Le jour où j'ai fait confiance aux mauvaises choses qu'il reflétait, j'ai fait confiance à la hiérarchie plutôt qu'à l'humanité. Je passerai le reste de ma carrière à corriger cela. Avec les certificats du programme en main, Trevor et Jessica ont commencé à postuler pour des postes de débutants dans différentes compagnies aériennes. Leur candidature incluait désormais leur histoire, non pas comme excuse, mais comme contexte pour la croissance qu'ils avaient subie. Les certificats n'effaçaient pas leurs actions passées, mais ils démontraient un engagement au changement que certains employeurs trouvaient convaincant. Jessica a été la première à obtenir un poste, non pas comme hôtesse de l'air mais comme membre d'équipage au sol chez une compagnie régionale. Le salaire était inférieur à la moitié de ce qu'elle avait gagné chez Skylux, les heures étaient plus longues et le travail était physiquement exigeant, mais c'était une seconde chance qu'elle avait autrefois cru impossible. Trevor a suivi un mois plus tard en commençant à la manutention des bagages dans une autre compagnie aérienne. Le capitaine Reynolds, compte tenu de son âge et de son expérience, a fait face à un chemin différent, il ne volerait plus commercialement, mais a trouvé un but en enseignant dans le programme de la seconde chance, aidant les autres à comprendre les conséquences des types de décisions qu'il avait prises. Skylux elle-même a été transformée. Des auditeurs indépendants ont confirmé ce que les passagers avaient déjà remarqué, la compagnie aérienne est désormais leader du secteur en matière de satisfaction client dans tous les groupes démographiques. Pour la première fois, les passagers noirs, hispaniques et moyen-âgeux ont déclaré que l'expérience de service était égale ou meilleure que celle des passagers blancs, une mesure qui aurait dû être la norme mais qui n'avait jamais été atteinte dans l'industrie. Lors d'une réunion privée au siège de Skylux, Marcus était assis en face du PDG Richard Williams, examinant le rapport d'étape de 6 mois. Vous avez montré un réel changement, Marcus a reconnu, en fermant le dossier contenant les dernières mesures qui méritent d'être reconnues. Williams a hoché la tête. Le poids des mois précédents était évident dans les nouvelles rides sur son visage. Cela n'a pas été facile, a-t-il admis, mais cela a été nécessaire.
Ce qui vous est arrivé ce jour-là nous a obligés à affronter des problèmes que nous avions ignorés pendant des années. C'est souvent ainsi que le changement se produit. Marcus a répondu non pas par le confort, mais par la confrontation. Les deux hommes se sont levés et se sont serrés la main. Ils ne sont plus des adversaires, pas tout à fait des amis, mais des partenaires dans une transformation qui changeait non seulement une compagnie aérienne, mais établissait une nouvelle norme pour toute une industrie. Parfois, la justice n'est pas une question de punition, parfois c'est une question de progrès.